C'est au cri de Vive l'Empereur que l'on franchit le Niémen. Ici, à l'orée de ce coude que fait le fleuve, en face de la ville de Kovno, en Lituanie. Les feux du soleil étincellent sur les baïonnettes et les casques, les troupes débordent d'enthousiasme, le spectacle est magnifique. Nous sommes exactement à l'endroit où se tient l'empereur Napoléon le 24 juin 1812. Ces jours-là, le temps est superbe, comme aujourd'hui, et d'ici, il va contempler son armée en train de franchir le Niémen. Depuis, la nature a repris ses droits, mais à l'époque, la vue était parfaitement dégagée d'ici au fleuve. Au pied de Napoléon, le gros de son armée, c'est près de 200 000 hommes qui vont franchir le Niémen et s'enfoncer dans le plain russe à la recherche de l'armée de Kutuzov. Les sapeurs de la garde, pleins d'intention pour leur empereur, lui avaient construit un siège en branchage avec un dais en feuilles. Et de ce trône improvisé, l'empereur va voir le corps du maréchal Davout avec la division de Morat en tête passer le pont, et à son tour il remonte à cheval, franchit le Niémen et se dirige vers Kovno. À l'époque, la ville compte 5000 habitants, blottis au pied du vieux château de Kovno qui servit de dépôt à la Grande Armée. Une plaque rappelle que l'empereur installa ici son quartier général, au couvent des Carmélites de la Sainte-Croix. C'est aujourd'hui une filature. En 48 heures, Napoléon organise la défense de Kovno. Il veille aussi à ce que les hôpitaux ne manquent de rien et vérifie l'approvisionnement des magasins. Aucun détail ne lui échappe. Dans le même temps, ses troupes marchent sur les traces des Russes. Perdu dans un écrin de verdure, le vieux château d'Ossiniskaï a mal vécu les années où il servit de temple à la culture socialiste. Le 27 juin 1812, lorsque Napoléon y arrive pour y dormir, c'est une propriété superbe sur la route de Vilna. 5 jours après avoir franchi le Niémen, 5 jours après le début des hostilités, la capitale de la Lituanie est conquise, presque sans coup férir. D'ici, Napoléon découvre la ville de l'ancien royaume de Pologne, que le tsar Alexandre et ses hommes viennent d'évacuer dans la précipitation. Les généraux russes, Bagration et Barclay de Tolly, effectuent leur retraite par des routes divergentes. C'est par cette porte, la porte Aurore, que l'empereur entre à Vilna. Les habitants lui font un accueil qu'il aurait aimé plus chaleureux, d'autant plus qu'ils sont ravis d'être débarrassés des Russes. Napoléon va rester 18 jours à Vilna. Il est venu dans cet hôtel qui fut le quartier général du prince Eugène de Beauharnais. 18 jours, une longue halte qu'il n'a pu éviter. L'armée a besoin de souffler. Maladie et épuisement ont quelque peu clairsemé les rangs. Pourtant, tout a été prévu. Service de santé, ravitaillement, munitions. Oui, mais voilà, les troupes ont marché trop vite et l'intendance n'arrive pas à suivre. Durant son séjour, Napoléon s'installe dans cette bâtisse, l'ancien palais des gouverneurs, aujourd'hui le palais présidentiel. À l'intérieur de ces murs, il infléchit le destin de la Lituanie. Il lui donne une administration distincte et indépendante, ce qui fit grincer les dents des Russes. Et il transforme Vilna en dépôt pour la Grande Armée. Visitant la ville, Napoléon tomba en arrêt, ou plutôt en admiration, devant cette vieille église de briques rouges, l'église des Bernardins. Je voudrais, dit-il, pouvoir l'emporter dans le creux de ma main. En quittant Vilna, Napoléon veut empêcher la jonction des deux armées russes. Et il veut les battre séparément. Il espère qu'à Vitebsk, l'affrontement tant désiré pourra avoir lieu. À
Albrecht Adam, auteur de ce dessin, suivait l'armée en campagne le crayon à la main. Le 24 juillet 1812, à Beczenkowice, la cavalerie légère bavaroise franchit la Dwina, juste à cet endroit, à la poursuite des Russes de Barclay-de-Tolly. Sur la route de Vitebsk, sur la rive sud de la Dwina, le petit village d'Ostrovno. Quelques maisons de bois perdues dans la campagne. Là, pour la première fois, les Russes vont défendre âprement le terrain. À ma gauche, le petit village Ostrovno. C'est ici qu'a eu lieu le 25 juillet 1812 le premier grand engagement entre le gros de l'armée française qui marchait vers Vitebsk et les corps de l'armée russe qui défendaient ses approches. Le 25 juillet au matin, la cavalerie française, guidée par le roi de Naples, paraissent de ce côté. À la tête de la cavalerie, le 8e régiment des hussards, sous le commandement du colonel Domont. À cet endroit-là, il y avait 6 pièces de l'artillerie à cheval russe. Les hussards français n'ont pas hésité un instant. Ils attaquent les pièces, ils sabrent les canonniers, ils renversent les escadrons russes qui protégeaient l'artillerie. C'est comme ça qu'a commencé le fameux combat d'Ostrovno, qui a ouvert à Napoléon la route vers Vitebsk. Ici, sur les bords de la Dwina, qui mène à Vitebsk, s'est déroulée une scène d'anthologie. Entouré de tout l'état-major, Napoléon est là. Sous ses yeux, de l'autre côté de ce ravin, une poignée de voltigeurs du 9e régiment de ligne, assaillis par la cavalerie russe. On tremble, on frémit, on les croit perdus. Mais les voltigeurs sortent sains et saufs de cette effroyable mêlée. « Qui êtes-vous » leur demande l'empereur. « Tous enfants de Paris. Eh bien, mes amis, vous êtes des braves et vous avez tous mérité la croix. » Vitebsk, la vieille ville où l'empereur a passé 15 jours, n'existe plus. Là encore, en 1812, les Russes ont déserté les lieux. Napoléon se demande s'il n'est pas préférable de consolider l'acquis et de reprendre la campagne en 1813. Mais le 8 août, l'attaque de nos avant-postes le décide à reprendre l'infernale poursuite. L'objectif est de déborder, de tourner les 140 000 hommes de l'armée russe, aujourd'hui réunis autour de Smolensk. La manœuvre est pétrie d'audace. Mais sur la route de Smolensk, à Krasnoïe, Murat et sa cavalerie tombent sur les 6 000 hommes de la division Neveroskoye. On en prit un tiers. Une victoire à double tranchant, car au terme de cette journée, l'ennemi comprend qu'il lui faut défendre l'antique cité de Smolensk. Devant ces murailles, Napoléon est passé de l'espoir à la déception. L'espoir, parce qu'il espérait tenir enfin sa bataille, cette bataille qui devait résoudre le sort de la campagne. Déception, parce que le 17 août, il comprend que les généraux russes vont continuer la retraite. Néanmoins, Barclay-de-Tolly ne pouvait pas abandonner la ville sans donner le combat, au moins pour l'honneur. Il a laissé ici 30 000 soldats. À 15 heures, Napoléon ordonne l'assaut. Les 7 divisions de la Grande Armée s'élancent à l'attaque des faubourgs, qui étaient importés au prix de lourdes pertes. Nous sommes ici dans le faubourg Rachenka, qui était importé par 2 divisions polonaises sous le commandement de Prince Poniatowski. Le soir, tombe sur la ville en flammes et les soldats de la Grande Armée, épuisés, s'arrêtent au pied de rempart. Une fois encore, les Russes se retirent et laissent derrière eux une ville ravagée par l'incendie qu'ils ont eux-mêmes allumé. Dans les rangs français, cette victoire a un goût de cendre. Un Gaulois à l'assaut d'un nid d'aigle russe. Une allégorie pour rappeler l'héroïsme des hommes qui s'affrontèrent ici, le cœur de ce square, baptisé le square des héros. Difficile d'imaginer que ce paysage bucolique, le 19 août 1812, fut un terrible champ de bataille. En sortant de Smolensk, le maréchal Ney fond sur l'arrière-garde russe, ici, près du village de Valoutina Gora. Les Russes se battent avec une ténacité, une détermination qui surprend. On apprendra plus tard que derrière les combattants, c'est toute l'armée russe qui défilait par une marche de flanc. Le soir tombe lorsque l'ennemi bat en retraite. Les Français restent maîtres des lieux, mais Junot, qui a refusé de prêter main forte au maréchal Ney, s'attire les foudres de Napoléon.
La route de Smolensk à Moscou traverse de vastes plaines devenues inhospitalières. Dans leur retraite, les Russes saccagent les récoltes, brûlent villes et villages, détruisent tout. Le 5 septembre, 127 000 Français découvrent enfin l'armée russe rangée en bataille, appuyée sur le village de Borodino. Ce petit musée est aujourd'hui au centre du champ de bataille. Barclay de Tolly et Bagration sont maintenant sous les ordres de Kutuzov. Le nouveau général en chef, à la tête de 140 000 hommes, est décidé à se battre. L'approche de Moscou ne lui laisse pas le choix. La veille de l'affrontement, Napoléon reçoit de Paris le portrait de son fils, le roi de Rome. « Rentre-le, dit-il à un grenadier. Il voit de trop bonne heure un champ de bataille. » À 6h30, l'empereur arrive ici, là où nous sommes, à la batterie de Chevardino, à la redoute de Chevardino, conquise à la veille par la division Compan. Il dit à son entourage, « Monsieur, voilà le soleil d'Austerlitz. » Et d'ici là, il peut embraser d'un seul coup d'œil toute la position russe. La gauche, les flèches des Bagration, le centre, la batterie Raïevski, aujourd'hui masquée par les arbres, et l'aile droite de la position russe. Derrière lui, comme à la parade à Tuileries, la garde impériale. Au signe de l'empereur, la batterie de la garde donne 3 coups. La bataille de Moskova, qui va ouvrir aux Français les portes de Moscou, est commencée. La Grande Redoute et les flèches de Bagration, des ouvrages fortifiés, qui vont être l'enjeu de cette bataille. Nous sommes à la gauche de la dispositif russe, dans l'une des flèches des Bagration. C'est ici la bataille faisait rage pendant 3 heures. Pendant 3 heures, des dizaines de milliers d'hommes s'affrontaient ici avec un courage inouï. Juste un exemple. Au milieu de cette flèche-là, au moment d'un combat, il y avait un bataillon russe. Les Français arrivent de tous les côtés. « Rendez-vous les Russes !» crient-ils. Mais pour toute réponse, les grenadiers russes croisent les baïonnettes et se font tuer tous jusqu'au dernier au milieu de cette flèche. Imaginez-vous derrière moi toute la plaine couverte des soldats français qui marchaient sans baisser la tête sous la mitraille, avec un tel courage qui a provoqué l'admiration même des Russes. Et le général Bagration a applaudi l'une des charges des Français, c'était la charge du 57e régiment d'infanterie de ligne, avant de se faire blesser mortellement au milieu de cette flèche. Le monastère du Sauveur a été construit sur l'une des 3 flèches de Bagration, la même où le général Touchkov a trouvé la mort. Sa femme éleva ce lieu de paix en 1833 et devint la première abbesse. Une vie de prière, guidée par le souvenir du général Touchkov, ce mari qu'elle avait tant aimé. Très vite, les Russes sont en mauvaise posture, mais stoïques et résolus. Ils s'arc-boutent avec l'énergie du désespoir. Ney et Murat demandent à l'empereur des renforts. Il faut faire donner la garde impériale qui emportera tout comme un torrent. Mais Napoléon a pris sa décision. À 800 lieues de France, dit-il, on ne risque pas, sa dernière réserve. Nous sommes ici au pied de la Grande Redoute. C'était la clé du dispositif russe. La Grande Redoute était ornée de 24 pièces du gros calibre. Mais l'artillerie française a choisi cette redoute comme l'objectif privilégié de ses tirs. Un véritable orage de feu et de fer s'abattu ici. Vers 14 heures, l'empereur ordonne
de s'emparer de cette redoute à tout prix. L'infanterie d'Eugène de Beauharnais marche de front vers les canons russes. Les fantassins français sont décimés par la mitraille. Mais soudain, les canons russes se taisent, stupeur dans les rangs. Mais la fumée se dissipe et les Français voient des centaines de cuirasses qui brillent au soleil. C'était des cuirassiers d'Auguste de Caulaincourt qui sont passés par ici, par là où nous sommes, et qui ont sabré les canonniers russes sur leurs pièces. Mais le général Auguste de Caulaincourt a payé de sa vie cet exploit. Seule la nuit qui tombe viendra arrêter le massacre. 44 000 tués ou blessés chez les Russes, dont le général Bagration, enterré ici, au cœur de la Grande Redoute. Ce monument français pour ne pas oublier qu'une pléiade de généraux et 30 000 soldats furent mis hors de combat durant cette horrible bataille. Une victoire au goût amer dont furent témoins les dômes de l'église de la Nativité. À quelques kilomètres du champ de bataille, Mojaïsk. Aujourd'hui rendu au culte, cet ancien monastère, servi d'hôpital de campagne. Napoléon y fit soigner indistinctement Russes et Français. Le 13 septembre, dans le village de Fili, à l'ombre de Moscou, une vieille isba, servie de cadre au conseil de guerre que réunit Koutouzov. La séance est houleuse, la discussion animée, mais Koutouzov tranche. Décision est prise, Moscou sera abandonné à son sort. De toute façon, l'armée russe n'est plus en état de faire face aux 100 000 hommes de Napoléon. La colline des Moineaux, c'est le nom de l'endroit qui domine Moscou. C'est de cette hauteur que les Français découvrirent leur proie. Ce lundi 14 septembre 1812 est gravé dans ma mémoire. La voilà donc enfin, cette ville fameuse, s'écrie l'empereur qui ajoute « Il était temps ». Le soleil fait briller de 1000 couleurs cette grande cité. On se presse, se bouscule, toute l'armée battant des mains répète avec transport « Moscou, Moscou », comme les marins crient « Terre, terre » après une longue navigation. Aujourd'hui, seules les coupoles dorées du Kremlin rappellent que Moscou fut une ville magique, où l'Orient et l'Occident communiaient dans le même élan. Imperturbable, Saint-Basile a pris sa revanche sur l'histoire et semble défier la place rouge. Un bruyant silence nous enveloppe. La ville est morne comme inanimée. Moscou, en ce 15 septembre 1812, est déserte. La Koutoufia, c'est le nom de cette tour, reliée au Kremlin par un pont de briques rouges. Ici, quelques moscovites élevèrent une barricade pour tenter de résister à l'avant-garde du roi Murat. Ces canons, qui dorment au cœur du Kremlin, ce sont les nôtres. Frappés du N impérial, baptisé le Brave, ou la Fâcheuse, ces pièces crachaient le feu et déchaînaient la foudre sur le champ de bataille. Pensif, Napoléon s'est installé au Kremlin, l'antique palais des tsars, au milieu de sa garde. On compte ici plus de 300 fûts de canon, français, saxons, bavarois, italiens. C'est par centaines que les Russes ont récupéré ces pièces abandonnées par la Grande Armée au cours de l'héroïque retraite. Moscou en feu, Napoléon se réfugie ici, au palais Petrovski. Aujourd'hui, il abrite l'état-major de l'armée de l'air russe. J'étais de ceux qui ont escorté l'empereur jusque-là. On laissait derrière nous des images d'apocalypse.
les Russes brûlaient eux-mêmes leur ville. Je revois encore ces hommes, des spectres, ivres d'alcool et de haine, armés de torches, danser au milieu des rues embrasées, une vision de l'enfer. Construit au XVIIIe siècle, le palais Petrovski, restauré, a retrouvé son lustre d'antan. Cette pièce a servi de chambre à Napoléon dans la nuit du 17 au 18 septembre 1812. Moscou brûle. Ceci nous présage de grands malheurs, murmure l'empereur, en regardant sa conquête s'évanouir en fumée. Ordre est donné de fusiller sur le champ les incendiaires que l'on capture. Le monastère Novodevitchi est l'actuel musée de l'architecture russe du XVIe et XVIIe siècle. Il servit de dépôt de vivres pour la Grande Armée et une unité d'artillerie s'y était installée. Une affreuse odeur de brûlé, des pans de murs noircis, des monceaux de cendres et quelques maisons éparses au milieu des ruines, c'est tout ce qu'il reste de Moscou, détruite à 90%. Au 299 quai de la Moskova, l'orphelinat. C'est l'un des rares bâtiments que les flammes épargnèrent. La statue de Koutouzov trône devant le musée consacré à la bataille de Borodino, que les Français appellent bataille de la Moskova. À l'abri des regards, dans les réserves du musée, des toiles retracent l'épopée. Des tableaux, mais aussi des objets personnels, égarés, abandonnés par les Français, comme ces assiettes ayant appartenu au prince Eugène de Beauharnais. Les propositions de paix de Napoléon restent lettres mortes. L'empereur Alexandre s'est muré dans le silence. Ce palais-monastère, construit au XVIIe siècle, échappa lui aussi à la destruction et servit de cantonnement aux soldats de l'empereur. Aujourd'hui, il fait office de réserve pour le musée d'histoire nationale. Et c'est là que l'on a retrouvé cette curieuse cuisine roulante en cuivre qui, partie de Paris, n'y est jamais retournée. Ce flot de voitures roule sur Leninsky Prospect. C'est l'ancienne route utilisée par la Grande Armée lors de son départ de Moscou le 18 octobre 1812, Napoléon ayant perdu tout espoir de paix. Nous étions plus de 100 000 à prendre le chemin du retour, suivis d'une horde de voitures en tout genre chargées de nos trophées. Il faisait beau et le canon tonnait lorsque nous sommes arrivés à Maloyaroslavets. Un bourg que les Français et les Russes disputèrent avec acharnement. Le monastère Saint-Nicolas de l'île Noire est toujours debout, témoin de la bataille de Maloyaroslavets. On voit la plaine où l'armée française arrivait. Elle arrivait par cette plaine-là. C'est là qu'il y avait l'état-major de l'empereur qui observait le combat. Dans ce monastère-là, le 24 octobre
1812, l'armée française a rencontré l'armée russe du maréchal Kutuzov. Donc l'avant-garde français est arrivé ici à la veille de la bataille, donc le soir de 23, il y avait 2 bataillons de général Delzon qui ont occupé la ville, et les Russes ont contre-attaqué le 24 au matin. Les 2 bataillons étaient repliés de la ville, et puis c'est toute la division du général Delzon qui est entrée en action. Et puis finalement, c'était le combat entre le corps Doktorov, le corps d'armée du maréchal Kutuzov, contre le 4e corps d'armée de la Grande Armée, commandé par Eugène Beauharnais. Et finalement, après avoir passé plusieurs fois d'un main à l'autre, la ville est bien restée dans les mains des Français. Dans ce combat, il y a le général Delzon, le commandant de la 13e division de la Grande Armée, qui est mort sur ce champ d'honneur, et son frère, qui était son aide de camp, était aussi tué à ses côtés. Cette victoire nous a laissé un goût amer, même si 18 000 Français et Italiens ont vaincu 50 000 Russes. Confusément, nous sentions que toutes ces batailles gagnées n'empêcheraient pas le pire. Maloyaroslavets est un bourg de quelques milliers d'âmes, défiguré par les constructions de l'ère soviétique, mais il est fier de ces 2 musées qui conservent la mémoire des événements de 1812. Cela devient grave, dit l'empereur à Caulaincourt. Je bats toujours les Russes, mais cela ne termine rien. À 4 km de Maloyaroslavets, le village de Gorodinia. Rien n'a changé. Napoléon a couché dans l'une de ses maisons de bois, une cabane de tisserand, vieille, délabrée, infecte, précise Ségur dans ses mémoires. L'empereur a passé la nuit debout, recevant des rapports et s'interrogeant sur le parti à prendre. Faut-il s'ouvrir la route du sud à coups de canon ou bien se replier sur Smolensk? Une nuit terrible de doute, d'hésitation. Finalement, ordre est donné à l'armée de marcher sur Smolensk. Je marche exactement à l'endroit où l'empereur a failli se faire prendre par les Cosaques. C'est à 4 km de Maloyaroslavets. Le matin, à 7 h du matin, le 25 octobre, l'empereur est sorti de petit village Gorodnia qui se trouve à 1,5 km d'ici. Il est arrivé au galop, entouré par quelques officiers d'ordonnance, par les officiers généraux, par Caulaincourt, Rapp, et de là, de ces forêts-là, il y a une grosse troupe des Cosaques qui est sortie. Et ces officiers généraux étaient obligés de mettre le sabre à la main et se battre à côté de l'empereur pour le protéger contre les Cosaques. Il y avait les escadrons de service de la garde qui vient apparaître après, le colonel Letor qui se distinguait ici, le chef d'escadron Kozetulski de l'ancien polonais qui s'est distingué. Finalement, les Cosaques étaient repoussés avec de lourdes pertes et l'empereur a pu continuer sa marche. Mais cet épisode-là, quand même, a influencé beaucoup l'empereur parce qu'il a compris qu'il pouvait être pris par les Cosaques. Même on dit qu'après cet épisode-là, l'empereur a commandé à son médecin particulier de lui faire le poison qu'il portait toujours sur sa poitrine pour avaler le poison et pour ne pas donner vivant dans les mains de l'ennemi. L'hiver nous a rattrapés. De marche en contre-marche, les hommes sont fatigués et les vivres déjà épuisés. Les 2 armées se sont retrouvées ici, à Vyazma. D'un côté, Miloradovitch, surnommé le Murat russe, de l'autre le maréchal Ney, Davout et le prince Eugène. L'église de la Conception, place Sovietskaya, est le dernier témoin de ces affrontements. Depuis plus d'un demi-siècle, cette église abrite un musée vantant les mérites du peuple soviétique.
Cette maison, un peu en dehors du centre, servit de quartier général à l'empereur. Semlevo, à peine un point sur la carte, un petit village perdu entre Viazma et Smolensk. Devant nous, autour de nous, tout est neige. Après une plaine blanche, une autre plaine blanche. La nature enveloppe dans un grand linceul notre armée mourante. Nous sommes vaincus par notre conquête. Pour la première fois, l'aigle baisse la tête. Arrivée à Semlevo, l'armée de l'empereur s'est résignée à laisser derrière elle ce qui retardait sa marche. Alors, dans ce lac que la neige recouvre, on a jeté pêle-mêle des tonnes d'or, des objets d'art dont la fameuse croix d'Ivan le Grand et des armes de collection prises au Kremlin. De récentes mesures scientifiques ont révélé, entre autres, que le taux d'argent dans ce lac est 1000 fois plus élevé que la normale. On peut imaginer qu'un jour, le lac de Semlevo livrera ses secrets. À l'arrière-garde, le maréchal Ney fait des miracles. De Viazma à Smolensk, harcelé sans cesse par les Cosaques, il s'est battu 10 jours entiers. Le froid est terrible, inhumain. La violence du vent est telle que l'on arrive à peine à se tenir debout. Le matin, au bivouac, beaucoup ne se réveillent pas. On se console en se disant que là où ils sont, ils n'ont plus froid. Les murailles de Smolensk, la terre promise pour les soldats de Napoléon. Restaurées après la Seconde Guerre mondiale, elles sont à peu près dans l'état de 1812. Située sur la rive gauche du Dniepr, la ville était l'un des grands dépôts de l'armée. En apercevant les dômes dorés de la cathédrale de la Vierge, on crie au miracle. Beaucoup quittent les rangs, courent, se précipitent. Hier, la grande armée, aujourd'hui un troupeau. Mais la garde impériale veille et défend les portes de la ville. Ordre est donné au régiment de se reformer dans les faubourgs. Le pain est à ce prix. Mais rien, ou presque, ne sera distribué. Sous le nombre, Smolensk cède. Le désordre est partout. Les magasins forcés, livrés au pillage. On détruisit en 24 heures les ressources de plusieurs mois. On pilla et l'on mourut de faim. Cette armée était sortie de Moscou, forte de 100 000 combattants. 25 jours plus tard, elle était réduite à 36 000 hommes valides, suivis de 60 000 traînards sans armes. Sur la route d'Orsha, le village de Krasnoïe. Le soir tombe lorsqu'arrive l'empereur. Il se refuse à croire que toute l'armée de Koutouzov l'attend ici. Le 16 novembre 1812, le corps d'Eugène Beauharnais arrive sur ce champ de bataille où l'empereur est déjà ici avec la garde dans la ville de Krasnoïe. Et l'armée russe est arrivée aussi dans ces régions-là. C'est presque toute l'armée russe, les Koutouzov, qui arrivent près de Krasnoïe. Donc le corps d'Eugène de Beauharnais doit frayer la route à travers les rangs de l'armée russe et il rejoint l'empereur. Mais le 17, c'est le corps de maréchal Davout qui arrive. Et alors, pour Napoléon, il faut absolument faire rebrousser chemin à la garde et donner la garde pour laisser passer le corps du maréchal Davout.
Et donc le 17, il y a eu le combat violent, c'est peut-être la plus grande bataille de la retraite, la bataille des Krasnoïers. La division de la Borde, de la Jeune Garde, a été donnée pour la première fois vraiment à fond ici, dans ce ravin. Donc les gardes ont repoussé les Russes et ils sont couverts de gloire. Pourtant les pertes étaient très lourdes. Par exemple, le premier régiment des voltigeurs a été complètement anéanti sous la mitraille des canons russes et sous les charges réitérées des cuirassiers de général Douka. Pourtant, ça donnait la possibilité au corps de maréchal Davout passer. Naturellement, il a perdu pas mal de personnes, il a perdu aussi beaucoup des canons, des trains, des caissons, mais quand même, il a pu passer. Et le 17, l'empereur a compris qu'on ne peut plus rester ici. Malgré tout l'héroïsme de l'armée française, les forces n'étaient pas égales. Il fallait partir, mais à ce moment-là, le corps de maréchal Ney n'est pas encore arrivé sur le champ de bataille. Le 18 novembre, à peu près vers 3h30 d'après-midi, le maréchal Ney est arrivé ici, près de ce ravin, l'Osmino. L'armée russe l'attendait déjà de l'autre côté. C'était le général Miloradovitch avec 3 corps d'armée d'infanterie et avec 2 corps de cavalerie, avec 40 ou 60 canons. Il était là. Le maréchal Ney n'avait que 6000 hommes et 6 pièces de canon attelées. La première division qui marchait à la tête du maréchal Ney, c'était la division Ricard, qui appartenait au corps du maréchal Davout et qui s'est tardé un tout petit peu en route. Cette division, laquelle est arrivée ici, était écrasée par l'artillerie russe et détruite par les charges de la cavalerie. Donc Ney a ordonné à la division Razou de monter à l'assaut. Donc c'était d'à peu près 2000 personnes contre 30 000 et contre 40 pièces de canon. Ils ont traversé le ravin, ils ont monté toujours sous le feu des canons russes, accablés par la mitraille, mais quand même ils continuaient à monter toujours. Ils ont arrivé presque vers le bouche des canons russes. Mais là, écrasés par la mitraille et attaqués par la cavalerie russe, par l'infanterie russe, la division Razou a été presque anéantie et repoussée. Mais cet héroïsme des soldats de cette division a permis au maréchal Ney de décrocher et de faire sa retraite. Nous ne sommes pas bien, dit Ney. Qu'allez-vous faire, répondit l'un de ses officiers. Passez le Dniepr. Où est le chemin? Nous le trouverons. Et s'il n'est pas gelé, il le sera, répondit le maréchal. Le Dniepr était juste gelé pour permettre une traversée à pied. Il a fallu abandonner à l'ennemi l'artillerie, les bagages et les blessés qui ne pouvaient pas marcher. C'est ici, près du village de Syrokoreniye, que le maréchal Ney et ses hommes échappèrent aux Russes. Arrivé à Orcha, Napoléon, prévoyant le pire, fit brûler ses papiers. C'est dans cette maison qu'il passa la nuit et qu'il apprit que le maréchal Ney était sauvé. Aujourd'hui, c'est une prison désaffectée. Le dégel qui nous accompagne ne nous aide aucun secours. Les routes sont glissantes, les chemins défoncés et la Bérésina charrie d'énormes glaçons.
la Bérésina. C'est ici que tout se joue. Durant 3 jours et 3 nuits, l'empereur est parmi nous. Ne nous quitte pas. Cela suffit pour que nous jetions nos ultimes forces dans la bataille. Studianka, le village est resté tel qu'en 1812. Ce monument a rappel aux Russes comment ils forcèrent les Français dans les eaux glacées du fleuve. Les mêmes maisons de bois dont les rondins servirent aux sapeurs de l'armée en retraite pour jeter leur pont sur la Bérésina. Nous sommes exactement dans l'endroit où il y avait le pont qui était construit par les pontonniers du général Leblay. Ce pont a été construit dans la nuit de 25 à 26 novembre pour le passage de l'artillerie et les équipages. Le pont a été terminé définitivement vers 16 heures. Et à partir de ce moment-là, les troupes ont commencé le passage. À 400 mètres d'ici, vers le nord, il y avait l'autre pont construit pour l'infanterie. Et ce pont-là a été terminé vers 13 heures, le 26 novembre, et aussi, tout de suite, on a commencé le passage. Il faut imaginer que dans ces berges-là, il y avait des milliers d'hommes amassés, il y avait des centaines de canons, des chariots, tout était ici, sur ce bord-là de la rivière. La Grande Armée a été prise en tenaille par les forces supérieures des Russes, mais heureusement le général Kutuzov il avançait assez lentement, et donc c'était que 2 armées russes, l'armée de Wittgenstein et Tchichagov qui attaquaient ici. Le général Kutuzov était à 3 journées de marche d'ici. Sur l'autre rive, les Russes attendaient les Français au milieu des labours. Les cuirassiers de Doumerc, surgissant des bois, sabrèrent les fantassins du tsar avec le courage du désespoir. Nous sommes au pied de monuments qui étaient construits à la mémoire des régiments des chasseurs russes qui ont participé à la bataille de Bérésina. Et ici, dans cet endroit même, ces chasseurs russes qui sont sortis du bois qui est derrière moi sont allés vers le pont de Bérésina pour couper, pour ne pas laisser passer l'armée française. Mais dans l'armée française, il y avait encore de la cavalerie. Cette cavalerie qui venait du corps du maréchal Oudinot. C'était la division de cuirassiers du général Doumerc. Et Maréchal Ney a ordonné la charge. La division Doumerc a chargé, et ici notamment, dans cet endroit-là, c'est le 7e cuirassier qui a chargé les 3 régiments des chasseurs russes. Donc à peu près 300 cuirassiers français contre 3000, 4000 piétons russes. Et les cuirassiers ont réussi quand même à désabrer l'ennemi et comme ça sauver l'armée qui passait la Bérésina.